3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florent Vabon est avec nous, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Gilles Guibou nous accompagne, le responsable des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Part of BNP Paribas Group. Voilà, il faut le rajouter désormais. Et David Calfon, le président de Sanso Longchamp Asset Management, est à nos côtés également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Messieurs, David, commençons peut-être avec vous. Si on se projette sur 2026, tous les investisseurs ont en tête bien sûr l'horizon 2026 désormais. Si on part du principe que le thème de l'IA est un thème qui continuera d'accompagner les marchés, les investisseurs en 2026, la question est de savoir de quelle manière. Et à ce titre, comment est-ce que vous regardez ce qui semble se passer depuis quelques semaines avec une remise en cause ou un doute sur le leadership incontesté ou incontestable de certaines sociétés, OpenAI du côté des modèles de langage large dans la sphère privée, Nvidia avec ses GPU dans la sphère publique, et la montée en puissance, on le voit encore une fois boursièrement depuis un mois maintenant, d'Alphabet Google, avec des puces spécifiques qu'on appelle des TPU, ou encore d'autres producteurs de modèles de langage large, Google en étant un avec Gemini, ou encore Anthropic avec Claude et Opus chez Anthropic, qui semblent devenir des rivaux assez crédibles face à Nvidia et OpenAI. Tout à fait. Je crois que si on se projette sur l'année 2026 et si on essaye de raisonner en termes d'allocation d'actifs, il faut véritablement se poser la question, essayer de différencier ce qui est spécifique à une valeur de ce qui peut avoir un impact sur le marché global. Et prenons l'exemple donc de Nvidia et de la concurrence qui se mène avec Alphabet et Google. Effectivement, du point de vue stock spécifique Nvidia, c'est un problème pour Nvidia. Il y a un nouveau concurrent qui apparaît. Nvidia, il faut le dire, c'est un titre qui est pricé pour la perfection, comme on dit. Les gens n'attendent pas qu'il dépasse les attentes. Il faut le fameux, comme disent les Anglais, le beat and raise. Ouais. Il faut d'abord non seulement qu'on dépasse les attentes, mais qu'en plus on relève les attentes du prochain trimestre. Ouais. Sinon, ça ne va pas. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un titre qui est vraiment pricé pour la perfection. Le fait qu'il y ait un concurrent qui émerge et qui arrive, donc c'est une mauvaise nouvelle pour Nvidia, qui peut se faire du souci pour ses marges, qui sont, on peut se le dire, indécentes. Stratosphériques. Voilà, oui. Et donc... Intenable. Voilà, exactement. Et en revanche, d'un point de vue du marché plus large, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a un concurrent qui arrive, la concurrence, ça fait baisser les prix. Ouais. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, les investissements nécessaires pour l'IA ne vont pas être réévalués à la baisse ? Puisque finalement, on peut avoir des puces en valeur, on peut avoir des puces moins chères. Est-ce que finalement, c'est pas plutôt une bonne nouvelle ? Est-ce qu'on va pas voir moins de dizaines de milliards lancés comme ça en l'air, en espérant qu'un jour, il y ait un retour sur investissement ? C'est possible. Donc, pour le moment, le sujet Nvidia, Alphabet, Google, on le voit plus en stock spécifique qu'en systémique marché. Je comprends. C'est juste un rééquilibrage assez naturel de la concurrence dans ce secteur et autour de ceux qui créent l'architecture de ces modèles. Disons que c'est une histoire qui n'est pas inconnue. Non. Un leader qui se fait challenger, le challenger arrive, ça fait baisser les prix, etc. C'est finalement, c'est du livre d'école. C'est ce qu'on nous apprend un peu sur les bancs de l'université. Donc, c'est pas tout à fait choquant. Bien entendu, ça veut dire un repositionnement, ça veut dire, au niveau il y a beaucoup de choses. Nvidia a une place prépondérante dans beaucoup de portefeuilles quand on regarde un petit peu les premières lignes d'investissement des fonds à droite à gauche. Donc, il y a un vrai sujet, mais c'est pas, je dirais, un sujet systémique. C'est pas quelque chose qui va remettre en cause une décision d'allocation d'actifs pour 2026. Et je dis, il y a peut-être un soutien qui va venir en se disant, si on a moins de capex à faire pour arriver aux mêmes objectifs de l'IA, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les marchés. Ce sera peut-être plus facile à monétiser. Peut-être plus facile. Ouais. Et puis le dernier point, c'est qu'effectivement, du point de vue technologique, je mets au défi quiconque de savoir qui sera le meilleur modèle la semaine prochaine. Ouais, voilà. Donc ça va à une vitesse hallucinante. Là, je voyais... et en plus, les modèles s'utilisent les uns les autres. C'est-à-dire que là, je regardais Gemini 3. Tout le monde disait... la personne qui présentait Gemini 3 disait oui, pour le code, il n'y a pas mieux que Claude, mais ne vous en faites pas. Claude, au travers de Gemini 3, on va utiliser le modèle de Claude. Ouais. Donc, voilà, c'est assez pointu. Et là, moi, Oui.
Non, mais il y a des spécialistes et des experts pour ça. Mais on voit bien quand même la sensibilité du marché sur la concentration de valeur qu'il y a eu, encore une fois, Oui. autour d'OpenAI, autour de son modèle phare ChatGPT, qui est peut-être la franchise la plus connue au monde dans l'IA, et de manière spectaculaire. En 18-24 mois, on est arrivé à des quantités d'utilisateurs astronomiques. C'est 800-900 millions d'utilisateurs. C'est une montée en puissance qui a été phénoménale. Incroyable. Donc ça, j'imagine, c'est quelque chose de très puissant pour OpenAI. Mais derrière, effectivement, si c'est pas le modèle le plus performant, si ça n'est plus le modèle le plus performant, quid des engagements qui ont été pris par cette société en matière d'investissement, hein. Tout à fait. Et encore une fois, la clé, je pense, pour nous, allocataires d'actifs, c'est de voir à quel point est-ce que c'est du stock spécifique ou est-ce qu'on est sur quelque chose de systémique. Si on commence à voir que finalement, ça commence à faire trembler les banques qui auraient trop prêté, c'est pas le cas. Hein, non, j'entends. Oui, c'est ce genre de connexion sur lequel on va être extrêmement vigilant. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ça reste quand même dans la sphère privée. Il y a des fonds de private equity qui ont financé des choses, il y a des fonds de dette privés qui ont financé ça. Est-ce qu'il y a une contagion aux actifs liquides classiques que nous regardons tous les jours? Je ne sais pas, rien ne le dit pour le moment. Non. Bon, on verra comment ces deux mondes, privé et public, communiquent dans des temps un peu plus chahutés, parce que là, on parle de l'IA, mais c'est vrai que les marchés privés, la dette privée au sens large, sont des marchés qui ont connu une croissance fulgurante ces dernières années. Ce sont des marchés privés qui n'avaient pas la taille qu'ils ont aujourd'hui lors des précédentes crises. Donc, il faudra quand même voir quels sont les canaux de contagion possibles d'un monde à l'autre. Ce sera plus compliqué de faire de l'argent sur le thème de l'IA en 2026, Gilles? Pas nécessairement, parce que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on peut avoir un changement de leadership, hein, mais la mauvaise nouvelle de l'un est une bonne nouvelle pour un autre. Ce qu'on voit, c'est que derrière, ça va quand même... effectivement, on peut avoir un peu une pression sur les prix, mais ça veut dire que les volumes aussi pourraient être plus importants. Sans doute. On a quand même besoin des fournisseurs de palets de pioche qui font les data centers, on a quand même besoin de la capacité de calcul, donc on a quand même besoin d'investissement. La mauvaise nouvelle, ce serait de dire qu'à un moment donné, effectivement, on est un arrêt des investissements et qu'en fait, on n'a pas besoin de dépenser autant. Parce qu'à ce moment-là, ça viendrait mettre un frein, très certainement, sur y compris la croissance américaine. Je rappelle, hein, c'est exactement ce qui s'est passé en début d'année avec le petit moment DeepSeek autour du 20 janvier qui nous a alerté sur le fait qu'on pouvait développer des modèles beaucoup moins gourmands en énergie, en GPU, etc. Et ailleurs. Et ailleurs, et en dehors, effectivement, d'une zone qui est une zone très anglo-saxonne aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas le sous-estimer, que c'est un risque qui existe, mais pour l'instant, on n'en a pas les signes, qu'une grosse partie des investissements qui sont faits aujourd'hui sont faits sur fonds propres, par justement ces Max 7, et donc ça limite ce risque de contagion ou de crainte qu'on peut avoir notamment sur le marché du crédit. Et du coup, et c'est important de regarder ça, parce que quand on regarde sur la dernière année, on estime, j'ai vu plusieurs études là-dessus avec des chiffres qui ne sont pas forcément très précis, mais en ordre de grandeur, que le segment IA, ça a été plus de 40% de contribution à la croissance américaine. Oui. Quand on pense qu'historiquement, la consommation, c'est 60%. C'est-à-dire que la part de l'IA dans la croissance américaine, elle est essentielle. Et c'est ce qui fait que, quelque part, ça a pu aussi bien aider Donald Trump dans sa capacité à faire tenir l'économie américaine. C'est pas de sa faute, mais il a bénéficié de cette chance-là. OpenAI sauve les miches de Donald Trump. Du coup, effectivement, si on avait des signes que ça s'arrête l'an prochain, on pourrait s'inquiéter. À ce stade, c'est pas ce qu'on a, c'est même plutôt le contraire, puisqu'en fait, on voit que les plans d'investissement se multiplient. Ce qui fait que de manière assez étrange, quand on se prête aux exercices des perspectives pour 2026, auxquels on se livre tous en ce moment, en réalité, aujourd'hui, fin 2025, les perspectives pour les marchés actions en 2026 sont quelque part, de manière assez étrange, meilleures que ce qu'on pouvait avoir en 2025, en termes de perspectives de hausse. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a un an, on craignait Trump et la mise en place des tarifs. On les a eus, on a vu les impacts, on a commencé à voir les impacts. Mais en face il y a une radicalité qui est un peu retombée du point de vue tarifaire. En face de ça, on a eu une accélération des investissements sur la partie AI. Et ces investissements, ils ont des répercussions concrètes pour un certain nombre d'entreprises, y compris européennes, qui viennent fournir ces pelles et ces pioches. Dans le même temps, on a eu ce qu'on n'avait pas il y a un an, ce qu'on espérait pour certains, c'est l'annonce d'un plan allemand qui, pour l'instant, n'a pas porté ses fruits, mais dont on espère qu'il va porter ses fruits. Ce qui fait que si on regarde l'année 2026, qu'est-ce qu'on a ?
On a une croissance des résultats attendus aux États-Unis de l'ordre de 14%, en Europe entre 10 et 12. Donc déjà, c'est une reconvergence entre les États-Unis et l'Europe. Ça, c'est intéressant. L'an dernier, on était plutôt à 8 contre 16. Donc on a quand même une convergence. Et deuxièmement, si on accroche une probabilité à ce 10%. L'an dernier, la probabilité n'était pas forcément très élevée parce qu'on avait des craintes compte tenu de l'incertitude économique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les dernières révisions de la plupart des macroéconomistes, elles ont été plutôt vers une révision positive du fait des implications de l'IA, du fait du plan allemand. Des plans budgétaires, oui. Des plans budgétaires. Non, mais le Japon, plein de pays laissent les vannes très ouvertes aujourd'hui. La Big Bill qui va venir aider le consommateur américain, les 2 000 €. Et donc, la probabilité qu'on attache à la croissance des résultats, elle est déjà peut-être un peu plus forte qu'en dernier. Donc, quelque part, à ISO multiple, on a déjà eu un potentiel de gain. Mais est-ce que ce que vous décrivez là, c'est parce que le marché a payé depuis des mois maintenant ? Alors, on pourrait dire qu'aux États-Unis, c'est en partie le cas, puisqu'on a retrouvé des niveaux de valorisation qui sont proches des déciles de valorisation les plus élevés qu'on ait pu observer. En Europe, c'est pas le cas. En Europe, ce qu'on voit, c'est que certes, le multiple de valorisation est remonté, mais que quand on regarde, on est toujours proche de la moyenne de long terme, et qu'en revanche, la décote par rapport aux États-Unis est toujours très largement à la décote long terme. Et donc, on peut même, et compte tenu du cycle monétaire, des politiques monétaires, des politiques des banques centrales, on pourrait même peut-être justifier d'une poursuite de l'expansion de multiples. Alors, plus ou moins, c'est peut-être plus facile à justifier en Europe qu'aux États-Unis, mais on pourrait l'avoir. Et donc, il ne faut pas minorer le risque à la hausse. Et donc, si on prend le cas de l'Europe, on a 10% de croissance des IPS, 3,5% de dividendes plus un peu, on peut justifier facilement un scénario entre 13 et, suivant l'expansion de multiples qu'on voudrait voir, entre 13 et 23%. Florent, je reviens quand même sur le thème de l'IA. Est-ce que l'IA apporte effectivement à la dynamique de croissance d'une économie comme les États-Unis ? Ça va être un enjeu majeur pour 2026. Est-ce qu'un rééquilibrage des positions concurrentielles, est-ce que c'est de nature si c'est de nature à faire baisser les capex, est-ce que ça va avoir effectivement un impact immédiat sur le régime de croissance américain qu'on anticipe pour l'an prochain ? Alors, qui va remporter la course à l'IA, ça je n'en sais rien non plus. D'autant plus que, pour le coup, je ne suis pas spécialisé en sélection de valeurs, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. En revanche, sur l'impact que ça a sur la croissance américaine, effectivement, j'ai à peu près les mêmes chiffres. J'ai de l'ordre d'un tiers de la croissance sur le premier semestre aux États-Unis, ce qui est évidemment important, mais ça masque une chose, ça masque le ralentissement de l'économie américaine et le ralentissement de secteurs plus traditionnels, si je puis dire. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, je serais un petit peu moins inquiet. C'est-à-dire que je pense que l'effet de l'IA sur la croissance américaine va plutôt avoir tendance à s'estomper. L'effet de l'IA tel qu'on l'entend, c'est-à-dire construction de centres de données, achat d'équipements informatiques, etc. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est parce que je pense que à horizon 6 mois, la croissance américaine est plutôt là en ce moment dans une période de ralentissement, mais qui reflète en réalité des décisions qui ont été prises ou qui ont été annoncées en début d'année. C'est-à-dire que le fait que Donald Trump ait dit qu'il allait mettre des droits de douane, qu'il allait se fâcher avec le reste du monde, qu'il allait faire ci, qu'il allait faire ça, etc., ça a engendré énormément d'incertitudes. Ce choc d'incertitude, il met un petit peu de temps à se transmettre à l'économie. Alors, la recherche académique autour du fait de la mesure de l'incertitude et de son impact sur l'économie, elle est assez nouvelle. Mais néanmoins, quand on regarde les estimations qui peuvent être celles de la transmission dans l'économie, on est aux alentours de 2 à 3 trimestres. Donc on est pile poil là-dedans. Ce qui veut dire qu'en fait, je pense que ce que l'on observe aujourd'hui, à la fois sur le marché de l'emploi et sur la consommation des ménages et sur les investissements, etc., c'est déjà du passé. Mais c'est-à-dire que comme l'incertitude est retombée, eh bien, il va y avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que moi, ce que j'anticipe, puisqu'on en est à faire les scénarios 2026, c'est qu'on, paradoxalement, on est une relance une réaccélération de l'économie américaine sur la deuxième partie de l'année 2026. Donc, toute cette économie, toute cette partie de l'économie américaine qui a souffert sur la première partie ou les 3/4 de cette année 2025, vous dites, il y aura un effet de soulagement pour ces parties-là plus traditionnelles de l'économie américaine. Et il n'y a pas que l'incertitude qui va jouer, enfin la baisse de l'incertitude qui va jouer. Il y a aussi les baisses de taux.
Puisqu'effectivement, de la même manière, au moment où la Fed et les autres banques centrales dans le monde entier avaient commencé à monter leurs taux, on se posait la question du délai de transmission de la politique monétaire. On a un peu oublié ce débat-là, puisque maintenant on est dans les baisses de taux. Les marchés aiment ça, donc ils ne se posent pas la question. Mais en l'occurrence, il y a quand même un délai de transmission de la politique monétaire à la baisse. Dans un sens comme dans l'autre. C'est évident. Et donc effectivement, même les chiffres de l'emploi que l'on a, qui nous parviennent au compte-gouttes du fait du shutdown, reflète déjà une situation économique américaine qui n'était pas celle où les baisses de taux avaient déjà eu lieu. Et donc, ces deux effets conjugués-là font que, à mon sens, on va avoir plutôt une réaccélération de l'économie américaine en 2026 et que l'IA va toujours avoir sa place. Hein. Je ne sais pas. Viendra moins de l'IA que du reste de l'économie. Après, sur l'effet de l'IA à proprement parler sur l'économie et de manière plus générale sur nos vies, en fait, ça dépasse le critère financier, le critère économique. C'est est-ce qu'effectivement, cette technologie-là va nous apporter quelque chose, va apporter quelque chose à l'humanité et est-ce que tout cet argent qui est dépensé dans les centres de données, dans les capex, etc., j'ai plutôt tendance à penser qu'ils vont plutôt accélérer en réalité. Est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Pour le moment, on ne peut que regarder des anecdotes. Là, il n'y a pas très longtemps, justement, parce que je suis à la recherche de cas concrets, je vais vous en donner deux. Je suis allé faire mes courses, comme tout le monde, et dans une cabine de photomaton, j'ai vu, en gros, maintenant, vous pouvez intégrer l'IA à vos photos dans cette cabine. Voilà. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose à l'humanité? Je ne crois pas. Donc, je vais donner un deuxième exemple, plus concret celui-ci, c'est que dans le domaine médical, en revanche, c'est très utilisé. J'ai discuté avec quelqu'un qui a un dispositif pour le diabète qui est relié à un capteur, lui-même qui est relié à l'intelligence artificielle pour regarder les besoins d'insuline, etc. Donc il y a aussi des domaines dans la chirurgie, etc. Mais bien sûr. Donc, dans le médicament, on vous dit que ça peut réduire de 2 à 3 ans peut-être la mise sur le marché d'un médicament entre les premières études précliniques et la commercialisation, délai de temps qui court parfois entre 10 et 15 ans. Après, c'est combien de temps ça va prendre, c'est déjà pas mal. etc. Sur les marchés, en termes d'allocation d'actifs, on est toujours plus enclin à favoriser l'Europe, le reste du monde hors des États-Unis, pour des questions de valorisation, mais on ne peut pas se dire l'intelligence artificielle c'est une bulle, on n'investit pas dedans. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est une bulle. La preuve, on vient d'avoir un débat et on n'en a pas de conclusion véritable. Donc, on ne peut pas non plus se couper des États-Unis. La bulle, c'est avant tout une bulle autour d'OpenAI et de Nvidia. Est-ce que c'est plus large que ça? Effectivement, on verra. Mais je reviens aussi à ma question initiale. Comment on va traiter le thème de l'IA maintenant qu'on a bien joué, la partie la plus facile peut-être avec Nvidia? Est-ce qu'on a déjà envie d'aller chercher des sociétés qui seront des utilisatrices de l'IA en se disant que ça va leverager peut-être leurs ventes, leurs bénéfices, leur innovation propre, etc. Est-ce qu'on est déjà dans cette phase-là, David? Alors, j'ai envie de dire oui, mais on ne le voit pas encore. Non. Alors, il y a des sociétés qui utilisent déjà l'IA, notamment donc dans le commerce en ligne, tout ce qui est algorithme prédictif de vente, puisque le business model sont des business d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement qui fait que certains sites que je ne nommerai pas pour pas faire de publicité, mais les meilleurs en la matière sont des sites qui sont chinois et qui s'appellent Chine, par exemple, pour dire des choses. Non, c'est pas ça. Il y en a en Allemagne. Il y en a des très bons en Allemagne, voilà. Okay. Et eux sont carrément dans le business d'envoyer aujourd'hui ce que vous commanderez demain. Donc ils envoient près de chez vous, dans un entrepôt près de chez vous, des choses que vous allez commander demain ou après-demain. Incroyable. Vous ne savez même pas encore que vous allez le commander, mais eux le savent, parce que c'est la loi des grands nombres. Ils ont vu votre activité, ils ont vu vos commandes précédentes, ils ont plein de données, ils ont vu où vous avez cliqué ces derniers temps, et ils savent que la 3e fois que vous avez cliqué là-dessus, la 4e, normalement, vous l'achetez. Voilà, donc on est tous des animaux très, très prévisibles. Mais donc on trouve quand même des boîtes spécifiques, en tout cas, pour lesquels il y a déjà du bénéfice supplémentaire lié à l'utilisation. Il y en a. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on arrive à isoler et de dire, grâce à l'IA, on a 20% de bénéfices en plus? On n'en est pas là du tout. Et pareil, là, il y a on voit bien sur le marché du travail, il y a effectivement il y a des signes anecdotiques d'importance de l'IA qui, finalement, remplacent des emplois.
Voilà, on a tous entendu parler de jeunes étudiants qui ont fait des études de code et qui maintenant ne trouvent pas de job, etc. Donc, mais ça, c'est anecdotique. On n'a pas encore véritablement de société qui est sortie en disant, ben voilà, grâce à l'IA, on a économisé tant d'euros et ça nous a fait tant de bénéfices en plus. Il n'y a pas encore ce genre de communication. Pas encore ce genre de communication. Et je ne sais pas si on les aura d'ailleurs, ces communications-là. Et je pense que quand on pense aux impacts de l'IA, il faut distinguer entre le court terme, où effectivement les premiers adopteurs auront peut-être un bénéfice parce qu'ils seront les premiers adopteurs et donc ils auront un avantage concurrentiel, compétitif avec des coûts plus bas. Mais à un moment donné, le marché est fait de telle manière que si tout le monde adopte des modèles qui permettent d'économiser, en réalité, l'impact secondaire dans un temps un peu plus long, il est sans doute un peu déflationniste. Puisque si vous êtes dans un monde, si on n'est pas dans un monde de monopole, à ce moment-là, normalement, les gains de productivité que vous avez effectués, vous allez en profiter pour essayer d'être plus agressif commercialement et d'augmenter vos ventes. Ouais. Donc en réalité, vous avez 2 temps dans l'IA et la réponse ne va pas être la même si c'est uniquement un travail sur les coûts ou si c'est un travail de meilleur ciblage et d'optimisation de la croissance des ventes parce qu'on a été capable d'anticiper avant les autres. Donc, je pense qu'il y a des lectures avec des temps, des horizons un peu différents à avoir en tête. Non, mais je me souviens d'une Publicis à la suite de la sortie de ChatGPT en 2022. Publicis a connu une envolée spectaculaire où tout le monde pensait que Publicis était une valeur IA d'une certaine manière, ou en tout cas un groupe qui allait rapidement bénéficier de ces technologies et de ces développements technologiques. Depuis, on a vu que le marché a fait quand même un peu marche arrière par rapport à... Je prends l'exemple de Publicis à chaque fois. Désolé pour Publicis, je ne veux pas nommer spécifiquement à chaque fois, mais le marché c'était un exemple emblématique. Non, mais le marché a pris une vue sur un certain nombre de valeurs qu'il a estimées, qu'il a labellisées AI loser, mais sur lesquelles on n'a pas encore la réponse, parce que pour un certain nombre de ces sociétés, ce qu'on voit, c'est des marges toujours très fortes, et qu'en réalité, l'AI peut être aussi une opportunité de business. Et donc, il a aussi mis dans cette boîte toutes les valeurs de software qui ont fortement d'irrité. Et peut-être qu'une des façons de regarder 2026, c'est savoir comment on se prépare à ça. C'est justement pour se hedger contre ce risque d'emballement sur l'IA, c'est d'aller regarder ces sociétés-là qui, en réalité, ne seront pas faciles à déplacer, parce que quand on est sur un software d'entreprise, en réalité... on n'en sort pas comme ça. C'est pas juste un code, et vous allez structurer toute l'entreprise. Donc de penser que il faut les jeter à la poubelle, ça offre plutôt des opportunités, et c'est peut-être aussi ça qu'on a envie de regarder pour 2026, en faisant à chaque fois un travail d'analyse pour dire finalement lesquels sont finalement plus protégés que les autres. Sur le plan macro, je reprends un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, Florent. Donc, le niveau d'incertitude baisse aux États-Unis. Ça va être un soutien pour toute cette partie de l'économie qui a souffert de l'incertitude. Les dépenses de CAPEX liées à l'IA resteront quand même une impulsion positive pour l'économie américaine. La question étant, est-ce que la Fed a donc déjà suffisamment baissé ses taux ? Bon, vous connaissez ma réponse, mais donc effectivement, le marché attend qu'elle continue. Oui. Faire bon, après, on sait que le marché a parfois tort, on va dire. Alors, pour le mois de décembre, effectivement, il y a à la fois des raisons pour baisser, à la fois des raisons pour ne pas baisser. Donc, je vais commencer par les raisons de baisser. Si l'on regarde les derniers chiffres d'emploi qui nous sont parvenus, qui sentent un peu le réchauffer, on ne va pas se mentir, puisqu'ils sont de septembre, on voit quand même une augmentation qui me paraît un petit peu problématique du taux de chômage. Quand on regarde à la décimale près... 44. Voilà, exactement. Vous m'avez devancé. Donc effectivement, ça monte un peu. Quasiment à 4,5. Voilà. C'était ce que la Fed projetait pour la fin de cette année. Donc on a atteint ce niveau de taux de chômage un peu en avance. En absolu, ça n'est absolument pas un chiffre inquiétant, puisqu'il est à peine au niveau que l'on estime être celui d'équilibre. Le problème étant que il intervient au moment où la tension sur le marché du travail a considérablement diminué. Et il existe une relation en économie, qui est un peu de la même manière que les marchés se trompent parfois, entre la tension sur le marché du travail et le taux de chômage. En gros, pour le dire très simplement, au moment où les entreprises ont arrêté de dire qu'elles allaient embaucher, si le ralentissement de la demande est trop conséquent, le taux de chômage peut augmenter. Donc, on est vraiment dans cette zone un peu à risque.
Bon, vous avez compris que je suis un petit peu plus optimiste sur la suite des événements et que je pense que cette petite tension sur le marché du travail est passagère. Elle va plutôt avoir tendance à se stabiliser. Disons que la détérioration va se stabiliser et même qu'on va avoir une amélioration des chiffres. Ensuite, il y a l'inflation. Là, l'inflation est toujours au-dessus de la cible. Ça, c'est évident. Et il y a toujours, malgré tout, une incertitude sur les droits de douane. On ne sait pas si tout est passé. Moi, je pense que non. Certains aussi, mais le marché n'est pas tout à fait effectivement en raccord avec ça. Toujours est-il qu'en absolu, on a quand même 3% d'inflation. Même quand on enlève tout un tas d'items, on se retrouve avec une inflation, même dans les services hors logement, etc., qui reste assez importante. Donc ça, c'est un critère, là aussi, voilà. Bon. Ça veut dire qu'il y a une forme d'acte de foi dans la décision des 9 et 10 décembre pour la Fed. Ouais. Avec en plus un manque de données. Après, les arguments sont assez équilibrés. On voit qu'on en est à compter les votes au sein du OMC. Non, mais oui, bien sûr. Rare, c'est important. Jérôme Powell, sans doute, qui a un peu levé le stylo parce que voilà, c'est sa fin de présidence et qui veut peut-être pas non plus trop influencer les débats au stade où ils en sont. Lors du dernier meeting, Jérôme Powell a dit que quand on navigue dans le brouillard, on doit mettre un petit peu le pied sur le frein. Donc, sous-entendu, je n'ai pas de données, je peux pas me prononcer. Il y a cette incertitude sur l'inflation, etc. Mais au fond, c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas le sujet. Je sais pas si je vais bien m'exprimer, mais disons que qu'il baisse en décembre, qu'il baisse au premier ou qu'il baisse au premier trimestre 2026, ça n'est pas le sujet. On retiendra pas ça. Je pense qu'il faut se poser la question de combien de baisses de taux va-t-il y avoir en 2026. Et moi, je me positionne assez clairement là-dessus. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Plutôt moins que trop. Voilà. Alors, si je peux me permettre, parce que il y a quand même un sujet. On dit on n'a pas eu de données. On a quand même eu une confiance des consommateurs de novembre qui était en baisse. On a eu des ventes au détail qui ont déçu et on a eu des prix à la production qui étaient là aussi plutôt plus calmes, plus soft que ce qu'on pensait. Et avant la réunion, il n'y aura pas de publication de chiffre de l'inflation. Tout à fait. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, le chiffre de l'inflation, c'était un peu, c'est celui un peu qui nous fait peur, parce que bon, on se dit... Mais il y a aussi un chemin où, finalement, il y a quand même eu des points de données. On peut construire un argumentaire en disant, il y a des points de données qui montrent que finalement, ça justifie une nouvelle baisse des taux. Et je crois que c'est ce que le marché achète en ce moment, mais... Il y aurait une forme de cohérence aussi dans le sillage du discours de Jackson Hole, de Jérôme Powell, qui est le moment un peu pivot effectivement de la Réserve fédérale américaine, de se dire qu'une banque centrale comme la Fed, toute data dépendante qu'elle est quand même capable, quand elle enclenche un cycle de baisse de taux, de se projeter à des horizons qui vont au-delà de la semaine ou des 15 jours. Et que quand on appuie sur le bouton en septembre, c'est qu'on est capable de se dire... si l'objectif est d'aller au taux neutre, soyons cohérents et allons au taux neutre. Je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que... Alors, pour revenir, effectivement, la confiance des consommateurs a vraiment beaucoup baissé, mais pour autant, ils continuent de consommer. C'est un peu le sujet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dichotomie très forte entre la sensation, enfin le sentiment, et ce qu'on mesure vraiment dans les données dures. Ce que l'on voit, et là, pour le coup, ça rejoint cet argument, c'est que les ménages les moins aisés sont plus précautionneux. Ça, c'est une évidence. Tout à fait. Mais on est quand même sur un rythme de consommation aux États-Unis qui n'est pas du tout inquiétant. Alarmant. Pas du tout. Et donc, en fait, Jérôme Powell, aujourd'hui, se situe dans une position où il n'agit pas dans l'urgence. Il est dans une position d'ajustement de politique monétaire. Et on parlait de brouillard. En fait, le brouillard, il est constant. Il n'est pas que quand il n'y a pas de données. C'est-à-dire qu'en fait, le taux neutre, où est-il ? On ne sait pas. Peut-être un peu plus bas que les taux actuels. Eh bien, on ne sait pas. Il y va à tâtons. Donc, il baisse un peu. Il regarde comment réagit l'inflation, le chômage, l'emploi. Si ça se dégrade, il continue. S'il ne voit pas de détérioration, il se laisse un peu de marge de manœuvre dans le cas où il y a une vraie récession qui survient et où il devra agir pour baisser le taux directeur en dessous du taux neutre. Voilà, c'est le sujet. On verra. À ce stade, le marché anticipe qu'il y aura une baisse de taux consécutive et 3 autres peut-être à suivre en 2026. C'est ça à peu près le pricing de marché. Je crois alors ça, une encore cette année et 3 l'an prochain. Si la Fed perd son indépendance éventuellement, mais... On verra, on pourra en discuter. On n'a pas encore le nom du lauréat pour le coup, mais on pourrait l'avoir avant Noël. Bon, c'est toujours important pour les marchés, ces sujets d'équilibre, de banque centrale, de politique monétaire. Gilles, ça serait dur de dire le contraire. On a vu comment, au cours du mois de novembre,
le marché a évolué sur l'évolution des anticipations de baisse de taux du début décembre. Donc oui, très clairement, ça a un rôle. Ça a un rôle aussi parce que ce qu'on a vu, c'est que le consommateur américain, c'est quand même le sujet d'inquiétude. Hein. On voit que ça tient, mais il y a quand même des signes de dégradation. Pas mal de sociétés européennes on sépare, mais y compris les sociétés américaines. Hein, Coca qui souligne qu'ils voient une envolée des petits formats. Donc on a quand même des signes. On voit le taux de défaut sur les cartes de crédit qui commence à monter. Donc il y a quand même des signes. Et donc recaver le consommateur américain par des baisses de taux, ça peut être utile. Et donc ceux qui veulent des grosses baisses de taux, Myron par exemple, qui veut toujours 50 points de base depuis 3 meetings, il met en avant le marché immobilier, les mortgages. Et il faut quand même qu'on resolvabilise une partie des ménages américains. Et du coup, le risque est pas forcément pour les marchés financiers, mais le risque un peu plus structurel qu'il peut y avoir, c'est si effectivement on avait une Fed qui devenait plus affidée à la Maison-Blanche. Oui. Parce qu'effectivement, on pourrait provoquer effectivement des baisses de taux qui seraient sans doute bien prises par les marchés actions, et donc avoir une expansion de multiples bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer naturellement, qu'on est déjà sur des niveaux de valorisation qui sont proches, qui sont en tout cas dans les déciles les plus élevés. Ah ouais. Mais on pourrait aller bien au-delà, parce qu'en fait, on n'est quand même pas sur les niveaux de 2000, hein, donc on a de la marge. Hein. Le Nasdaq, il est monté à 60, on est à 35. Avons-nous envie d'y retourner? Si c'est l'objectif, pourquoi pas. Mais ce qui est assez marrant, c'est que l'accélération du marché en 99, en fait, il se fait après des baisses de taux. Ouais. Donc, et comme on n'a pas encore de... La dernière jambe de hausse, elle est aussi dopée par des baisses de taux. Et donc, si on voulait s'amuser à faire des... Alors, les marchés se répètent pas. Mais le risque de marché en fusion, c'est un risque à prendre en considération. Hein. Donc, mais la question, c'est ce que ça pourrait avoir comme impact au-delà des marchés financiers sur la courbe des taux, sur la courbe des taux et sur le dollar. C'est ça le sujet. Et c'est ça le sujet qu'on va guetter sur effectivement combien de baisses de taux et comment. Et j'ai plus de combien, c'est comment ou quelle baisse de taux. Ouais. Je pense que à un moment, trop de baisse de taux, ça peut recréer des tensions sur les parties longues de courbe. On peut reparler des 5% sur du 30 ans, sur du 10 ans, etc. Si la Fed est capturée par Donald Trump et politisée dans sa totalité et que les taux baissent, les marchés vont pas forcément aimer. C'est-à-dire que les taux courts peuvent baisser du fait de la baisse des taux directeurs, mais les taux longs vont monter. Donc on a une pontification de la courbe des taux qui, pour le coup, je nuance un peu le point sur les valorisations, se ferait plutôt sur une compression des multiples. Alors ça dépend de la... Et ça dépend des secteurs, ça dépend des secteurs, et puis ça dépend de la séquence de comment ça se fait. Aussi, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de dissensions, mais voilà, pardon. Mais par le passé, on a vu quand même que l'administration Trump était quand même assez vigilante. Hein. Le 5% sur le 30 ans, ils n'aiment pas du tout. Exactement. Ça fait reculer tout le monde. Voilà, exactement. Et donc, voilà, je crois que encore une fois, on peut je crois que Bessent l'a dit, 4%, c'est le niveau, lui, qu'il veut voir sur le 10 ans. Il veut un 10 ans à 4%. Quoi. Mais ça fait partie des points d'attention qu'on a en disant oui, on peut en avoir. Après, on ne peut pas contrôler toute la courbe. Voilà, on peut en contrôler un segment. Exactement. Mais après, il y a quand même, et c'est là qu'il y a un marché. Et voilà, on peut remercier Liz Truss pour avoir donné un petit exemple. Aujourd'hui, c'était un race. Donc elle pourrait venir de là, la surprise. Elle pourrait venir de là, la surprise. La force de rappel une fête politisée, mais qui baisse pas les taux. Ouais. Bon, j'exagère, mais voilà. On verra, parce que de toute façon, le successeur de Powell sera forcément endossé par Trump, sera forcément magnifié par Trump, et sera forcément tamponné comme étant comme l'a été Powell. Un gars de chez Trump. Comme l'a été Powell, nommé par Trump lui-même, effectivement, lors de son premier mandat. Quelques minutes encore pour reprendre peut-être les idées 2026 qui vous animent, David, chez Sanson Longchamp Asset Management. Qu'est-ce que vous avez envie de privilégier en matière d'investissement pour alors 2026, c'est toujours un peu le marketing calendaire, mais pour les prochains mois et trimestres? Nous, en ce moment, on a eu récemment un petit peu de prudence sur la partie high yield, etc., parce qu'on trouve que les spreads de crédit sont vraiment très serrés. Et alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rester serrés, mais on trouve qu'il y a quand même des segments de marché sur lesquels on n'est plus quand même très bien rémunéré pour le risque. On a plutôt tendance à être en retrait de ce segment-là. On a eu, sur la partie action, on a eu tendance toujours, et on va poursuivre ce chemin de diversification. Il ne faut pas oublier, il y a un an, jour pour jour, c'était les États-Unis, sinon rien.
Le monde a quand même pas mal évolué. Ouais. Et c'est très bien. Et diversification, ça nous emmène jusqu'où? Ça vous emmène Jusqu'en Asie, au Japon, Asie, c'est des zones qu'on revisite avec plaisir. Il se passe beaucoup de choses là-bas et des choses très intéressantes. Donc Europe, Asie, Japon, au détriment toujours un petit peu des US qui avaient une place assez prépondérante dans les portefeuilles. Donc on va continuer ce mouvement-là. Et donc le solde de tout ça, c'est une augmentation des stratégies de performance absolue en position d'attente. On aurait d'habitude pris des positions d'attente sur les obligations, mais les cher. spreads sont chers. Ouais. Le monétaire à 2%, c'est un peu bof-bof. Ouais. Donc finalement, les stratégies de performance absolue, on arrive encore à avoir des choses décorrélées qui seront une poche mobilisable en cas de respiration de marché. Encore une fois, nous on pense que 2026 sera une année un petit peu à l'image de 2025, c'est-à-dire que globalement, probablement une bonne année, mais avec certainement des respirations, c'est inhérent au marché action, et ça va être un petit peu notre capacité à saisir ces opportunités qui va être importante. Sur l'univers action européenne, Moi, sur quelle est l'idée ou les idées 2026 là? C'est continuer, on va dire, à profiter de cette vague d'investissement, donc notamment au sein du secteur IT, et puis c'est quand même là où on a l'innovation et la croissance structurelle. Donc on a des valorisations qui sont un peu plus élevées, mais on est face à des capex importants, des investissements importants. Et pour se prémunir de ça et contre un risque peut-être d'emballement et de retournement qui pourrait être soudain, c'est d'essayer d'aller chercher d'aller se positionner sur des secteurs qui sont valorisés en dessous de leur moyenne de long terme et qui pourraient profiter de cette amélioration qu'on voit poindre, même y compris sur le consommateur. Je pense notamment à la consommation durable, qui traite sous ces valorisations de long terme, et sur lesquelles... Donc plus de qualité quand même. Et on retrouve un peu cette notion de valeur défensive, c'est-à-dire que même si l'économie se retourne, les ventes de yaourt, les ventes de bière, oui, elles peuvent bouger, mais finalement, la variation est relativement limitée. Et on paye en moyenne des valorisations qui sont en dessous des moyennes de long terme. Et donc, on se retrouverait à côté défensif, toujours sur la partie thématique électrification, un secteur des services aux collectivités qui fait face à une croissance retrouvée quasiment séculaire. On n'a pas eu autant d'investissements depuis plus d'un siècle, avec des valorisations qui restent proches des valorisations de long terme, avec une capacité à payer du dividende. Donc, essayer d'aller diversifier ces valeurs de croissance qui sont parfois un peu chères et évidentes, qui tombent dans ces baskets, et peut-être profiter de la respiration qu'on a actuellement sur les valeurs de défense au gré de la possible trêve, pour regarder, parce qu'on a quand même eu un changement structurel sur le secteur de la défense, avec quand même un besoin de souveraineté, et donc là, peut-être profiter de la respiration qu'on a actuellement pour aller retrouver quelques opportunités d'investissement sur certaines valeurs. Rapidement, c'est quoi un call macro pour 2026? Redressement du cycle en zone euro. Ouais. Voilà. Donc on en reparle. Et positif actif risqué alors. Et positif actif risqué, pardon. Ouais. Super. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Gilles Guibou, AXA IM, David Calfon, Centre Solonchon Asset Management et Florent Vabon, Ecofi.